Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va parler, pour commencer cet après-midi, de contractualisation. Depuis ce matin, on parle de maintenance externalisée, dans l'objectif finalement de réaliser des opérations de maintenance par des entreprises extérieures. Et pour externaliser, il faut donc confier la prestation de maintenance à une autre entreprise. Et pour ce faire, communément, on utilise un outil qui est le contrat. L'objectif aujourd'hui, ça va être de voir, dans ces 15 minutes à suivre, comment on peut utiliser le contrat comme étant un outil de prévention. Avant de commencer, je vais vous parler des différents types de contrats qui peuvent encadrer une prestation de maintenance et une opération de maintenance. Ensuite, on parlera finalement de la différence entre l'externalisation, la contractualisation et ce qu'on appelle communément la sous-traitance. Mais on verra que le terme de sous-traitance est souvent mal utilisé. Et puis enfin, on verra comment on peut allier la démarche contractuelle avec la démarche de prévention. Qu'est-ce qu'un contrat de maintenance ? Le contrat de maintenance, c'est finalement le contrat, l'écrit, qui va permettre à une entreprise, l'entreprise qui finalement exploite, qui utilise les équipements de travail, de confier à une autre entreprise le soin de réaliser les opérations de maintenance, quelle que soit la nature de l'opération de maintenance qui est envisagée, c'est-à-dire que peu importe que ce soit en l'occurrence une opération de maintenance corrective, préventive ou améliorative. Ces contrats, ils sont de plusieurs types et ils vont souvent poser les conditions d'intervention de l'entreprise extérieure, enfin de l'entreprise de maintenance, celle qui va réaliser l'opération et que on verra, le code du travail appelle entreprise extérieure. Ces conditions d'intervention, elles sont multiples. Et dedans, vous allez retrouver le type de maintenance qui est prise en charge, le délai, les moyens qui sont mis à disposition, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels, voire immatériels, puisqu'on peut aussi avoir la mise à disposition de logiciels ou de choses comme ça. Vous avez les clauses de diagnostic du fonctionnement avant l'intervention, les clauses commerciales liées à la tarification et à d'autres éléments qui sont d'ordre financier et qui, mine de rien, nous intéressent un peu, mais c'est pas l'essence même de cette présentation, et puis les clauses techniques sur finalement qu'est-ce qui est recherché à travers cette opération de maintenance. Donc souvent maintenir un état de disponibilité de l'équipement, une capacité de production, une cadence, enfin des éléments beaucoup plus techniques. Tout ça va être encadré par le contrat. C'est un contrat bipartite, une entreprise qui exploite, qui confie à une entreprise qui va maintenir. Et l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de forme particulière qui est imposée par la réglementation, ce qui va être intéressant pour nous en termes de prévention, parce que finalement, si on n'a pas de forme particulière imposée pour un contrat, ça veut dire qu'on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Si on peut y mettre un peu ce qu'on veut, on peut arriver à mettre des éléments de prévention, et c'est ce qu'on va voir. On distingue très rapidement plusieurs types de contrats de maintenance. Vous en retrouverez, pour ceux qui ont déjà un peu regardé la documentation INRS, il y a une note scientifique et technique, la NST 363, qui traite de ces questions-là et qui détaille beaucoup plus dans le détail les différents types de maintenance. Mais retenez principalement qu'il y a la maintenance autonome. La maintenance autonome, c'est finalement le contrat qui va avoir pour objet principal de prévoir et d'organiser une prestation de maintenance. On le retrouve dans deux grands types de contrats, schématiquement. Vous m'en voudrez pas, c'est assez synthétique, on ne peut pas brasser toutes les situations possibles. Qui est le contrat d'entreprise, qui est finalement un contrat dont la prestation est d'organiser la maintenance. Ça ne traite que de ça, c'est son objet principal. Vous avez aussi le service après-vente. Le service après-vente, c'est le type de contrat que vous allez conclure avec un vendeur, très souvent, et qui est un contrat complémentaire au contrat de vente et qui va avoir pour objet de prendre en compte, pareil, la prestation de maintenance. La particularité, c'est qu'en fait, celui qui va s'occuper de la prestation de maintenance, c'est le vendeur. C'est ça, surtout. Ou alors une entreprise qui est déterminée par le vendeur dans le cadre du contrat de après-vente. Et puis ensuite, vous avez la maintenance liée. La maintenance liée, schématiquement, ce sont toutes les situations contractuelles où la maintenance n'arrive qu'à titre secondaire. C'est-à-dire que l'objet principal, ça va être autre chose que la maintenance de l'équipement, mais où on va intégrer des clauses contractuelles qui vont encadrer la prestation de maintenance à suivre. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la maintenance liée. Et puis vous avez le cas particulier de la sous-traitance au sens de la loi de 75, pas la sous-traitance dans le sens qu'on peut utiliser assez classiquement.
Quand on parle de sous-traitance, nous, on a tendance à, dans le langage courant, dans le langage journalistique, à penser que la sous-traitance, finalement, c'est confier à un tiers, une autre personne, la réalisation d'un contrat. En fait, d'un point de vue juridique, c'est pas ça la sous-traitance. La sous-traitance, c'est une opération bien particulière qui consiste à non plus avoir deux personnes, mais d'en avoir trois. Et le schéma qui va suivre va normalement vous permettre de comprendre là où je veux en venir, c'est-à-dire que vous avez une entreprise qui confie à une deuxième entreprise, l'entreprise B, le soin de réaliser une prestation, et en fait, l'entreprise B va sous-traiter tout ou partie du contrat qui lui a été confié par A à l'entreprise C. C'est ça la sous-traitance d'un point de vue juridique. Alors que dans le langage courant, souvent la sous-traitance se limite à la première ligne de ce schéma, c'est-à-dire l'entreprise A qui commande quelque chose à l'entreprise B, une prestation. Ça, c'est pas de la sous-traitance au sens juridique, c'est de l'externalisation. Et finalement, quand on y réfléchit, la sous-traitance n'est rien d'autre qu'une forme particulière d'externalisation de la maintenance, qui va impliquer non plus une seule entreprise dans l'opération de maintenance, mais plusieurs. Voilà ce qu'est la sous-traitance. Tout ça, ce sont des éléments qu'on retrouve très fréquemment, notamment quand on est sur de la maintenance un peu plus complexe, qui va supposer de l'allotissement, par exemple, avec de l'électromécanique confiée à une entreprise, et puis d'autres parties qui sont confiées à une autre en fonction des champs de compétences de chacun. À ne pas confondre aussi, on parle bien de contrat, je vous parle de relations contractuelles, je vous parle de relations contractuelles entre entreprises et je ne vous parle pas de relations contractuelles entre une entreprise et ses propres salariés. L'objectif, c'est quoi? C'est de se rappeler que ce n'est pas parce que quand on est entreprise utilisatrice, on voit débarquer sur son site un opérateur de maintenance d'une entreprise de maintenance, donc une entreprise extérieure qui vient, et qu'on va voir ce salarié une fois de temps en temps, qu'il est précaire. On l'a vu ce matin, notamment à travers les interventions de la RATP, ou d'autres interventions de ce matin, on peut penser que ces salariés-là sont dans une forme de situation de précarité. Non, ce sont leurs conditions de travail qui peuvent relever d'une certaine forme de précarité, liée à la pression temporelle, liée à la multiplicité des sites d'intervention, mais leur situation de travail, elle est stable. Ça peut être des gens qui sont salariés en CDI d'une entreprise extérieure de maintenance, mais qui vont simplement avoir dans leurs conditions de travail des situations qui imposent ou qui peuvent laisser penser aux sites d'accueil qui sont précaires parce qu'on les voit qu'une fois de temps en temps passer à gauche, à droite. Et ça, c'est souvent un élément qui peut poser problème ou qui peut en tout cas perturber la façon de concevoir les relations contractuelles dans l'entreprise. L'intérêt de comprendre tout ça, c'est de se dire qu'une fois qu'on a posé ça et qu'on se dit que la maintenance elle est organisée par un contrat, l'objectif c'est de se dire ce contrat finalement il va être à la base de tout, puisque dans un fonctionnement logique, le contrat il va être, quand on le peut, conclu avant le début de l'intervention. S'il est conclu avant le début de l'intervention, ça veut dire que je le fais avant d'être confronté à des risques professionnels, puisque je vais entamer mes relations contractuelles entre l'entreprise qui exploite et l'entreprise de maintenance avant de commencer. Donc si je le fais avant, je peux peut-être utiliser ce contrat pour essayer de cadrer sur le terrain contractuel des conditions d'intervention. Et c'est là qu'on se rend compte, et ce sont les démarches qui sont préconisées et qu'on peut retrouver dans des différentes recommandations de la CNAM, par exemple, d'allier la démarche d'élaboration des plans de prévention dont on discutera un peu plus tard dans l'après-midi avec une démarche contractuelle. Et l'intérêt de cette démarche, c'est de pouvoir impliquer les acteurs internes à l'entreprise utilisatrice et les personnels qui sont de l'entreprise extérieure. Et là-dessus, il y a pas mal de possibilités qui sont notamment de veiller à bien faire appel aux bons acteurs et d'intégrer aussi éventuellement les acteurs dès le stade de la démarche commerciale. C'est-à-dire que les chargés d'affaires des entreprises extérieures d'intervention de maintenance, quand ils viennent dans l'entreprise utilisatrice qui exploite les équipements de travail, peuvent être amenés aussi eux, à travers leur regard, à déjà identifier des situations d'intervention compliquées, complexes ou susceptibles d'exposer à des risques particuliers. Et donc toute la démarche contractuelle qui est mise en place au moment de la négociation des contrats, des appels d'offres, peut être déjà une première mise en jambe pour discuter et poser les bases de la prévention en vue d'améliorer les conditions de travail des intervenants de maintenance externe.
Donc c'est ce que je vous disais, intégrer la prévention dans les relations contractuelles, c'est finalement anticiper les risques, c'est se poser les questions avant que ça survienne, avant que les difficultés surviennent ou avant qu'on soit confronté à des situations d'exposition à des risques professionnels. Donc l'intérêt pour l'entreprise utilisatrice, celle qui exploite les équipements de travail, c'est toujours d'essayer d'anticiper en définissant au mieux les besoins en termes de maintenance, les contraintes d'exploitation, de définir l'environnement d'intervention du prestataire qui va intervenir, les caractéristiques de l'équipement, c'est-à-dire nature, ancienneté, taux d'utilisation, technique, de rappeler éventuellement dans le contrat, à travers des clauses particulières, quels sont finalement le corpus normatif, que ce soit le corpus normatif juridique, mais ça peut être aussi le corpus normatif technique qu'on souhaite imposer ou qu'on souhaite voir respecter dans le cadre de l'utilisation. On peut tout à fait imaginer des situations où des référentiels, par exemple des recommandations de la CNAM ou des référentiels techniques qui ne sont pas à strictement parler des référentiels obligatoires, puissent être imposés par la voie contractuelle et donner finalement, au-delà des dispositions du Code du travail, un outil supplémentaire à travers la responsabilité contractuelle d'imposer ces mesures de prévention. Ça peut être aussi d'utiliser les mécanismes contractuels au profit de la prévention. Je ne suis pas rentré dans le détail de tout ce que prévoit le Code civil en matière contractuelle, mais dans le cadre de la négociation des contrats, vous avez des obligations de loyauté, des obligations d'échange d'informations, et tous ces mécanismes contractuels peuvent être mis au profit de la prévention pour utiliser des mécanismes d'échange d'informations, notamment pour que tout le monde ait un niveau d'information suffisant et qualitatif pour envisager au mieux à la fois les offres tarifaires pour l'entreprise de maintenance, mais aussi la qualité de la prestation qu'elle va fournir. Et puis ça peut être aussi de prévoir des choses qui n'existent nulle part ailleurs dans la réglementation, comme les clauses de fin de travaux, qui vont permettre aussi d'organiser cette passation entre, à la fin des travaux, je suis entreprise de maintenance, j'ai terminé mon intervention, voici les informations que je retransmets à l'entreprise exploitante. Les points d'attention, toujours être vigilant au contrat de maintenance qui n'est pas nécessairement de longue durée, les intervenants qui sont spécialisés en maintenance, l'entreprise sous-traitante de maintenance, il n'y a pas forcément de relations contractuelles, il faut faire attention à ça. Et puis les relations contractuelles contribuent à définir le cadre dans lequel sont réalisées les interventions de maintenance, à déterminer les conditions de réalisation et à conditionner la période et l'étendue des interventions. Voilà. Donc bien être vigilant au contenu des contrats. On l'a bien saisi, merci beaucoup.